Bonjour, c'est la 7e vidéo sur la partie statistique simple. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de plusieurs paramètres statistiques qui sont le mode, la médiane, les quantiles et la moyenne arithmétique. Quand on a des observations, on calcule la moyenne arithmétique par la formule que vous avez déjà l'habitude d'utiliser, c'est 1 sur n, la somme des NI XI. C'est comme ça que vous calculez votre moyenne générale. Mais quand on a la moyenne arithmétique, on a la valeur de la moyenne arithmétique, on ne peut rien dire sur la distribution des observations. Je vais faire un dessin. Par exemple, je prends 3 étudiants. Donc le premier étudiant, le deuxième étudiant et le troisième. Bien sûr, la moyenne arithmétique, elle est calculée par la formule 1 sur n, la somme des NI XI. Donc après la fin du semestre ou bien la fin de l'année, on a calculé donc la moyenne des étudiants. Alors pour un étudiant, on a trouvé sa moyenne égale à 10. Un autre qui a la même moyenne. Un troisième, la même moyenne également. Est-ce qu'on peut dire que ces 3 étudiants ont le même niveau? Le premier étudiant a eu des notes très proches de 10. C'est-à-dire, dans un module, il a eu 8, dans un autre module, il a eu 12, il a eu un 9, il a eu un 11. Donc, ces notes sont concentrées autour de 10, autour de la moyenne. Un autre étudiant qui a eu également une moyenne égale à 10, mais il a eu de très mauvaises notes et de très bonnes notes. Et là, également, la moyenne a donné 10. Un troisième étudiant, il a eu des notes uniformes sur l'intervalle. Il a eu un 1, un 3, bon, un 7, un 8, bon, un 17, un 18, un 9. Bon, c'est des notes qui sont réparties uniformément sur l'intervalle 0,20. Et ça a donné exactement la moyenne la moyenne ici égale à 10. Et là, on ne peut pas dire que les 3 étudiants ont le même niveau du moment que la répartition des notes ne sont pas du tout semblables, ne se répartissent pas de la même manière. Donc, c'est de là où on définit un autre paramètre qui va nous donner une idée sur la répartition des observations. Donc, on va mesurer les écarts entre les XI des observations et X bar. Regardez là, le X bar, la moyenne, elle est là. Donc, on va évaluer les distances entre les XI et X bar. Bon. Si on ne prend pas le carré, donc si on prend là, X1 moins X bar, c'est une valeur négative. X2 moins X bar, c'est une valeur négative, etc. Donc, si j'arrive aux valeurs qui dépassent X bar, donc ça va être des valeurs positives, parce que les XI vont dépasser X bar. Donc, avec le moins, avec le plus, donc c'est des quantités qui vont se compenser. Et on aura une valeur qui soit proche de 0, donc là, on ne peut rien conclure. C'est pour ça qu'on prend le carré. Donc, on va évaluer la moyenne des écarts entre XI moins X bar au carré. Donc, quand on va évaluer cette moyenne des écarts au carré pour le premier étudiant, on va trouver que la moyenne des écarts, elle est faible. Et puisqu'on veut voir la moyenne des écarts, mais pas la moyenne des écarts au carré, donc c'est pour ça qu'on définit un autre paramètre qui est l'écart type, c'est la racine de la variance. Et l'écart type, qui est la racine de la variance, va nous donner la moyenne des écarts entre les XI et X bar. Et là, ça va nous donner une idée sur la répartition des observations. Dans le deuxième groupe, regardez là, les écarts sont assez élevés. Entre XI et X bar, c'est des écarts de l'ordre de 7, 8, 9. C'est-à-dire si un étudiant a eu 1, donc l'écart, c'est moins 9.
si l'étudiant a eu une note égale à 1, donc l'écart c'est moins 9. Si il a eu un 2, donc l'écart c'est moins 8. Donc pour la deuxième partie, donc si l'étudiant a eu un 18, donc l'écart c'est 8. Donc si on va évaluer la moyenne des écarts seulement, le moins avec le plus vont se compenser, alors on prend le quart. La racine carrée, c'est la racine de la variance qui nous donne une idée sur la moyenne des écarts entre les xi et x bar. Et on va faire un exemple tout à l'heure pour vous montrer comment on va évaluer les variances et les écarts types pour chaque distribution. Donc, je continue sur la définition de la variance. Elle est définie par 1 sur n, la somme des ni, xi moins x bar au carré. Pour le cas discret, pour le cas continu, il suffit de remplacer les xi par les centres de classe. Et c'est la même formule. Donc, l'écart type, c'est la racine de la variance. Dans certaines conditions, on utilise la définition de la variance telle qu'elle a été définie. Dans d'autres conditions, pour simplifier les calculs, on utilise la formule développée. C'est-à-dire, on développe cette quantité, on arrive à cette formule. C'est 1 sur n, la somme des ni xi au carré moins x bar au carré. Pourquoi? Parce que dans un tableau statistique, on a les xi, on a les effectifs. Pour calculer la moyenne, on a besoin d'une colonne qui calcule les produits ni xi. Ça, c'est pour la moyenne. Là, on calcule le total des valeurs observées. Donc, on aura la moyenne, c'est ce total divisé par n. Donc, pour la variance, on va rajouter une colonne qui va nous donner les ni xi au carré. ni xi au carré, donc c'est la colonne ni xi déjà calculée, on multiplie encore une fois par xi. Donc on aura ces produits, et bien sûr, une fois qu'on a tous les produits, on calcule la somme. Et cette somme, c'est celle-là. Qu'on divise par n et qu'on retranche le x bar au carré, x bar est déjà calculé. Bon, on va montrer cette formule. Donc, on va développer le carré. Donc, c'est ni, xi au carré plus x bar au carré moins 2xi, x bar. On distribue avec ni, avec la somme, et on divise par 1 sur 1 chaque terme. Donc, c'est 1 sur n la somme des ni, xi au carré qu'on garde jusqu'à la fin. Là, 1 sur n la somme des ni, x bar au carré. X bar au carré ne dépend pas de i, donc c'est une constante. Donc cette constante, elle va sortir de la somme. Donc qu'est-ce qui reste? Donc x bar au carré est à l'extérieur. Qu'est-ce qui reste? Il reste la somme des ni sur n. Or, la somme des ni égale à n. 1 sur n égale à 1, donc on a x bar au carré. Moins. Donc 2 fois xi, x bar, donc multiplié par n, bien sûr. Donc 1 sur n, la somme des ni, xi, x bar. X bar est une constante, donc elle sort. Donc qu'est-ce qu'il reste? 2 fois 1 sur n, la somme des ni, xi. Or, 1 sur n, la somme des ni, xi, c'est x bar. Donc c'est plus x bar au carré moins 2 fois x bar fois x bar, c'est-à-dire moins 2x bar au carré. Donc on a cette formule qu'on utilise et qu'on préfère. Elle est facile et elle est pratique quand on fait des calculs. Donc le paramètre variance de x, j'ai dit qu'il mesure la distance moyenne entre x bar et les valeurs des observations. Donc il mesure la dispersion d'une série statistique autour de la moyenne, autour de x bar.
plus la variance est petite, plus les caractères sont concentrés autour de la moyenne. Là, on dit que la série est homogène. Plus la variance est grande, plus les caractères sont, les observations sont dispersées autour de la moyenne. Et là, on dit que la série, soit elle est dispersée ou bien elle est hétérogène, c'est-à-dire on a une dispersion des observations. Donc c'est là où j'ai schématisé les notes, c'est la même moyenne. On a les notes qui peuvent être concentrées aux extrémités, concentrées autour de la moyenne, ou bien une distribution uniforme sur l'intervalle. On va faire deux exemples. Un premier exemple sur le cas discret, un deuxième sur le cas continu. Donc on reprend le même exemple donné précédemment sur le nombre d'enfants à charge par famille. On calcule la moyenne, on a calculé déjà plutôt la moyenne arithmétique, on avait trouvé 2,36 dans la vidéo précédente. Maintenant, est-ce que les observations sont concentrées autour de la moyenne ou bien est-ce qu'on a une dispersion? Calculons la variance. Donc la variance, c'est 1 sur 1 la somme des NIXI au carré. Donc la colonne NIXI a été déjà calculée dans la vidéo précédente. Là, on calcule les NIXI au carré. C'est le NIXI fois XI, c'est-à-dire on fait le produit de cette colonne fois cette colonne. Donc 0 fois 0, 1 fois 32, 2 fois 132, 3 fois 123, etc. On trouve la somme. Donc c'est la somme divisée par n moins x bar au carré. Donc égale à 1,80. Ça c'est la variance. À quoi est égal l'écart type? « 1,34. Donc les écarts entre les observations et x bar en moyenne c'est de 1,34. C'est-à-dire si on prend une observation, on va s'attendre à ce que la valeur de l'observation soit égale aux moyennes 2,36 moins 1,34 jusqu'à 2,36 à plus 1,34, c'est-à-dire une valeur de la série, on s'attend qu'elle soit entre 2,36 à plus ou moins 1,34. Donc là, on peut dire que la série est homogène, c'est-à-dire il n'y a pas de grand écart entre les observations par rapport à x. Deuxième exemple, c'est concernant les moyennes obtenues par 30 étudiants. La même chose, on avait calculé dans la vidéo précédente la moyenne arithmétique. Donc, on avait cette colonne NICI, l'effectif fois le centre de classe. Maintenant, pour calculer la variance, on a besoin de NICI au carré. Donc, on calcule NICI multiplié par CI encore une fois. 3,5 fois 14, 6,5 fois 32,5, etc. Et on a le total. La moyenne arithmétique, on avait trouvé 9,4. Donc là, la question, c'est de savoir, est-ce que les notes des étudiants sont concentrées, est-ce que les notes sont proches de 9,4 ou bien on a une dispersion, c'est-à-dire on a des notes qui sont loin de 9,4 et on a une dispersion. Donc on calcule la variance. Donc c'est la valeur calculée dans le tableau divisée par 30 moins 9,4 au carré. Cette valeur, c'est 11,09. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Là, c'est pas la variance. Donc là,
le sigma de x, qui est l'écart type de x, égale à 3,33. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en moyenne, les étudiants sont à 3,33 d'écart par rapport à la moyenne déjà calculée 9,4. C'est-à-dire, si on prend un étudiant, on va s'attendre à ce que sa note soit être comprise entre 9,4 moins 3,33 et 9,4 plus 3,33. Bon, là, c'est pas la peine de regarder tout de suite cette quantité. Je vais d'abord expliquer c'est quoi ce coefficient. Et avant de vous expliquer c'est quoi ce coefficient, je vais faire un autre exemple. Donc, soit 3 groupes d'étudiants qui ont obtenu les notes suivantes. Donc, ça c'est le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Pour le groupe 1, voici les notes. 7, 8, 10, 11, 11, 13, 13, 14. Donc, dans la saisie des valeurs, j'ai oublié la note 18. La dernière note, c'est 18. Parce qu'il faut avoir, on a 10 notes, il y a 10 valeurs. Donc, 10 étudiants. Donc, bon, si vous comptez là, vous trouverez 9. Mais là, c'est correct. C'est-à-dire, on a la dernière valeur, c'est un 18. Le 18 que j'ai oublié de l'écrire là. Alors, le deuxième groupe, également, il y a un oubli d'une colonne, c'était 19 apparaît 2 fois. Le deuxième groupe, il a eu les notes. Premier étudiant 3, cet étudiant 4, 4, 7, 7, 17, 19, 19, 20 et 20. Le troisième groupe, les étudiants ont eu 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, encore une fois 12, 13 et 13. Quand on calcule la moyenne, c'est-à-dire, on va calculer là la somme des XI divisée par 10, parce que c'est des données brutes, donc on les somme et on divise par le nombre total, on trouve la moyenne égale à 12. Le deuxième groupe également, la moyenne égale à 12. Le troisième groupe, la moyenne également égale à 12. Donc, une moyenne égale à 12, regardons est-ce que les observations sont concentrées ou bien dispersées autour de la moyenne. Donc, prenons le premier groupe. Donc, ça, c'est le groupe A. Donc, les notes, 7, 8, 10, 11, 11, 13, 13, 14, 15, 18. Là, c'est pour la somme. Alors, les écarts. Évaluons les écarts entre XI et X bar. L'écart 7 moins 12, c'est moins 5. 8 moins 12, moins 4. 10 moins 12, moins 2, etc. 11 moins 12, c'est moins 1. Donc là, si on va sommer que seulement les écarts, le moins avec le plus vont se compenser, on n'aura plus rien à remarquer et plus rien à interpréter. Donc, on ne pourra pas faire des conclusions sur les écarts seulement. Parce qu'il y a des moins et il y a des plus. Donc, on prend le carré. Donc, le carré, tout sera positif. Donc, 25, 16, 4, 1, 1, etc. Et on calcule la somme. Donc, la variance, là, on n'utilise pas la formule développée. Donc, c'est cette somme au carré divisé par 10. Donc, la variance, elle est égale à 9,8. Ça veut dire un écart type qui est la racine de la variance, c'est 3,13. Ça veut dire que, en moyenne, les étudiants sont à 3,13 d'écart par rapport à la moyenne. Donc, si on prend un étudiant quelconque, on va s'attendre à ce qu'il a une note qui soit comprise entre
9,8 moins 3,13 à 9,8 plus 3,13. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Donc, retenez qu'un écart type de 3,13, c'est-à-dire un écart en moyenne de 3 points. Ne regardez pas ce coefficient pour le moment, je reviens sur le coefficient. Je continue pour le deuxième groupe. Pour le deuxième groupe, il y a des notes. Dans le deuxième groupe, il y a des notes 3, 4, 4, 7, 7, 17, 19, 19, 20, 20. Donc là, on voit qu'il y a une grande distance entre les XI et la moyenne arithmétique X bar qui est égale à 12. C'est-à-dire les valeurs sont loin de la moyenne. Donc il n'y a pas de concentration autour de la moyenne. On va voir, on va calculer. Donc là, c'est les XI moins X bar au carré. Donc on va calculer la variance. Comme ça, au carré. Donc les écarts entre XI à X bar à 12, pour la première note, 3 moins 12, c'est moins 9. 4 moins 12, c'est moins 8, etc. On prend l'écart. On va sommer pour avoir la variance. Donc, c'est cette valeur divisée par 10. Donc, c'est 49,2. Donc, l'écart type, la racine, c'est 7,01. Ça veut dire qu'il y a, en moyenne, des écarts entre les notes de ce groupe par rapport à la moyenne 12, c'est des écarts en moyenne de 7 points. Donc voilà, on voit la différence avec le premier groupe. Dans le premier groupe, c'était des écarts en moyenne de 3 points. Maintenant, c'est des écarts en moyenne de 7 points. Ça veut dire que un étudiant, il peut avoir une note entre 12 moins 7 jusqu'à 12 plus 7. 12 moins 7,01. Bon, je dis moins 7. Donc, c'est des notes qui varient entre 12 moins 7 et 12 plus 7. Donc là, il y a une dispersion. Donc les valeurs, les notes sont loin de la moyenne. Si je prends le troisième groupe qui a, dans le troisième groupe, les étudiants ont eu des notes qui sont proches de 12, 11, 11, 12, 12, 12 et de 13. Fait la même chose, on va calculer la variance. Donc, on évalue les écarts entre chaque valeur et la moyenne, on prend le carré, on les somme, on divise par 10. La variance, elle est égale à 0,4. Ça veut dire que l'écart type égale à 0,63. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en moyenne, les étudiants sont à un écart de 0,63 par rapport à la moyenne. Donc, un étudiant quelconque, on doit s'attendre à que sa note soit égale à 12 moins 0,63 à 12 plus 0,63. Donc, comparons ces trois variances, ces trois écarts types. 1 et 3,13. Donc, ce sont trois groupes qui ont la même moyenne, mais pas du tout la même distribution, pas du tout la même forme de la répartition des observations. Donc, dans ce premier groupe, on peut dire qu'il y a une dispersion qui est uniforme. C'est-à-dire, il y a de mauvaises notes, il y a de notes moyennes, il y a de bonnes notes. Donc, il y a des écarts en moyenne de 3 points. Dans ce groupe, dans le deuxième groupe, il y a une dispersion. Il y a un écart en moyenne de 7 points. Dans le troisième groupe, il y a une concentration. Il y a un écart en moyenne de 0,6 points. Maintenant, imaginons que les notes qu'on a données seront des notes au lieu de les compter sur 20, on va les compter sur 10. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu 11 sur 20, donc on va compter la note, c'est 5,5. 5,5 sur 10. Le 12 sur 20, ce sera 6 sur 10, etc.
ce sont les mêmes notes, mais sauf que on les compte sur 10. Ça veut dire que toutes les notes vont être réduites de moitié. Et bien sûr, l'écart type sera également réduit de moitié. Si on va noter plutôt sur 40, donc les notes vont être doublées. Au lieu de 11 sur 20, ça sera 22 sur 40. Donc toutes les notes vont être doublées, vont être multipliées par 2. Et par conséquent, l'écart type va être doublé aussi, donc va être multiplié par 2. Donc là, l'écart type, c'est une mesure qui dépend de l'unité de mesure. Donc là, si je mesure quelque chose en utilisant le mètre, donc je trouve un écart type. Si j'utilise le centimètre, je trouve un autre écart type qui ne sera pas le même. À chaque fois que je change l'unité de mesure, l'écart type va changer. C'est pour ça qu'on va donner un autre coefficient, qu'on va l'utiliser après. C'est un coefficient qui ne dépend pas de l'unité de mesure. Qu'on note sur 5, ou on note sur 10, ou bien on note sur 40, ou bien on note sur 100, ce coefficient reste toujours le même. Il reste invariant en changeant l'unité de mesure. Pourquoi? Parce que c'est un coefficient qui ne dépend pas de l'unité de mesure. Le coefficient, c'est un écart type, mais c'est un écart type relatif par rapport à la moyenne. C'est le sigma sur x bar. Ce coefficient de variation, il mesure, en termes de pourcentage, la dispersion des observations par rapport à x bar. Donc là, le coefficient de variation, c'est le sigma sur x bar. L'écart type sur la moyenne, on trouve c'est 0,58 pour dire qu'il y a 58% des observations sont dispersées. Dans le troisième groupe, donc la dispersion, l'écart type est de 0,63. Regardons si on calcule le coefficient de variation. Le coefficient de variation, c'est sigma sur x bar. L'écart type, c'est 0,63. Divisé par la moyenne, c'est 0,05. Ça veut dire qu'il y a une dispersion de l'ordre de 5%. Donc, 95% d'observations sont concentrées autour de la moyenne. Revenons au premier groupe. Le premier groupe, on avait trouvé un écart type de 3,13. Coefficient de variation, c'est sigma sur x bar. Sigma, c'est 3,13 divisé par 12. C'est 0,26. Donc, il y a 26% d'observations sont dispersées, c'est-à-dire sont loin de la moyenne. Le reste sont proches de la moyenne. Donc, c'est le coefficient de variation qui va nous permettre de confirmer en termes de pourcentage combien d'observations sont dispersées et combien sont concentrées autour de la moyenne. Et là, ce coefficient sert également à mesurer la distribution de deux groupes qui n'ont pas la même unité de mesure. Par exemple, je mesure un groupe là où il y a des notes qui sont sur 20, un autre groupe, les notes c'était sur, par exemple, sur 10. On les compare directement avec des groupes, un groupe sur 10 et un groupe sur 20. C'est-à-dire sans revenir à la même unité de mesure, je peux les comparer directement et je compare le coefficient de variation. Plus le coefficient de variation est faible, plus on a une concentration. Plus le coefficient de variation est grand, proche de 1, plus on a une dispersion. Voilà. Ça explique maintenant le coefficient, la variance de l'écart type et le coefficient de variation. Bon, on a les moments centrés et on a les moments non centrés d'ordre R. Les moments centrés d'ordre R, c'est la quantité 1 sur 1 la somme des NIXI puissance R dans le cas discret. Dans le cas continu, il suffit de remplacer XI par le centre de place. Les moments centrés d'ordre R, c'est 1 sur N
la somme des NI, XI moins X bar, le tout à la puissance R. Quand R égale à 2, de R égale à 2, on trouve la variance. Donc, le moment centré d'ordre 2 égale à la variance. Le moment non centré d'ordre 1, c'est-à-dire si je prends le R égale à 1, là, si je prends le R égale à 1, ça nous donne 1 sur N, la somme des NI, XI. Donc, c'est la moyenne arithmétique. Le moment centré d'ordre 1, c'est-à-dire si je prends le R égale à 1, ça va être égal à 0. Pourquoi? On écrit. Donc là, j'ai écrit mu1, le moment centré d'ordre 1, c'est 1 sur N, la somme des NI, XI moins X bar. On développe, donc c'est 1 sur N, la somme des NI, XI, moins 1 sur N, la somme des NI, X bar. X bar, c'est une constante, donc elle va sortir. Donc qu'est-ce qui reste? Donc il reste X bar, c'est à l'extérieur. La somme des NI sur N. La somme des NI sur N égale à 1. Et là, le premier terme, c'est 1 sur N, la somme des NI XI. Un sur N, la somme des NI XI, c'est X bar, moins X bar égale à 0. Voilà. Donc là, on revient donc au coefficient de variation. Donc j'ai écrit ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc le coefficient de variation, défini par sigma sur X bar, il n'a pas d'unité. Il mesure la dispersion relative par rapport à la moyenne. Plus le coefficient de variation est faible, c'est-à-dire proche de 0, plus on a une concentration des observations proche de la moyenne. Et plus le coefficient de variation est proche de 1, plus on a une dispersion des observations. Donc, il sert également à comparer les distributions de deux groupes qui n'ont pas la même unité de mesure. Donc ça, c'est dans les paramètres de forme. C'est-à-dire maintenant, on va regarder la forme de la distribution. La forme de la distribution en commençant par la concentration. Donc, c'est le coefficient de variation qui va nous permettre de conclure la concentration ou bien la dispersion. Regardons, est-ce que la distribution sera symétrique ou bien elle sera dissymétrique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un étalement à droite ou bien un étalement à gauche? Souvenez-vous qu'on a calculé le mode médiane et moyenne. En comparant ces trois paramètres, on peut conclure directement que est-ce que la distribution est symétrique? Quand est-ce qu'elle est symétrique? Si le mode égale la médiane égale à la moyenne. Donc, dans le deuxième cas, on a symétrie. Donc là, on a dit que le mode égale la médiane égale à la moyenne arithmétique. C'est-à-dire dans le cas de la symétrie. Je répète, quand on a calculé les trois paramètres mode, médiane et moyenne arithmétique, on compare ces trois paramètres pour savoir la forme de la distribution. Est-ce qu'elle est symétrique? Et si elle n'est pas symétrique, est-ce qu'elle présente un étalement vers la droite ou bien elle présente un étalement vers la gauche? Une fois qu'on compare les trois paramètres, on confirme ce qu'on vient de conclure par le calcul du coefficient d'asymétrie. Le coefficient d'asymétrie, c'est le moment centré d'ordre 3, ce qu'on vient de définir, 1 sur N, la somme des NI, des XI moins X bar, le tout à la puissance 3, sur l'écart type à la puissance 3. On calcule ce coefficient. S'il est égal à 0, c'est que la distribution est symétrique. Si le coefficient est strictement positif, donc on a un étalement vers la droite. Vers la droite, ça veut dire que le mode est inférieur à la médiane, est inférieur à la moyenne.
Si le coefficient est négatif, ça veut dire c'est un étalement vers la gauche. Ça veut dire que le mode est plus grand que la médiane. La médiane est plus grande que la moyenne arithmétique. Donc, on a ces trois graphes. Donc là, c'est le mode, la médiane et x bar. Donc, dans le cas où le coefficient d'asymétrie est nul, c'est dans le cas où le mode égale médiane égale moyenne. Le coefficient d'asymétrie est positif quand le mode est inférieur à la médiane, est inférieur à la moyenne arithmétique. Le delta négatif, c'est quand le mode est plus grand que la médiane et plus grand que la moyenne. Donc, on a la forme de la distribution en calculant le coefficient d'asymétrie. Dernier paramètre, c'est le coefficient d'aplatissement. Le coefficient d'aplatissement, on le note par bêta. On le calcule par le moment centré d'ordre 4, c'est-à-dire 1 sur n, la somme des ni, xi moins x bar, le tout à la puissance 4. Et on le divise par sigma puissance 4, soit qu'on compare cette quantité à 3, ou bien on retranche 3 et on compare à 0. On préfère retrancher le 3 et on compare à 0. Quand le bêta est positif, on a un aplatissement faible, c'est-à-dire la distribution présente une forme d'une cloche, c'est-à-dire la distribution, elle n'est pas plate. Quand le bêta est négatif, c'est que la distribution présente un aplatissement fort, c'est-à-dire la distribution, elle est plate. Dans le cas où bêta égale à 0, on dit qu'on a un aplatissement moyen. Un aplatissement moyen, on le compare avec une loi très particulière en statistique, c'est une loi usuelle, c'est la loi normale. Le graphe de la loi normale, c'est celui-là, c'est le deuxième. C'est là où on a le bêta égal à 0. Et cette loi, elle correspond à une variance égale à 1. Donc là, si on a une distribution qui soit de cette forme, c'est-à-dire soit on a un histogramme à peu près comme ça veut dire que on peut approximer par cette loi, et là on a un bêta positif. Si on a un histogramme qui va nous donner quelque chose comme ça, donc la courbe, elle va être de cette forme. Et là, ça correspond à un bêta négatif, c'est-à-dire c'est un aplatissement qui est fort. Entre les deux, un aplatissement moyen, c'est quand bêta égale à 0. Bien sûr, quand on calcule ces paramètres, on doit faire des calculs et les calculs peuvent se compliquer de plus en plus. Pourquoi? Parce que quand on calcule la moyenne, on calcule la somme des n et xi. Quand on calcule la variance, on utilise un carré. Quand on calcule le moment d'ordre 3, donc ça sera les xi moins x bar à la puissance 3. Et quand on calcule le coefficient d'aplatissement, on a besoin de moment d'ordre 4, c'est-à-dire on va calculer la moyenne, 1 sur n, la somme des ni, xi moins x bar, le tout à la puissance 4. Donc, dans la plupart du temps, on aura des calculs très compliqués. C'est pour ça qu'on donne une méthode pour simplifier les calculs, c'est la méthode de changement de variable. La méthode de changement de variable, on va la faire dans la prochaine vidéo.